Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice 2 du sujet 2 Métropole septembre 2024 avec un thème qui sont les probabilités et puis aussi des suites. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopié en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité et de maths experte notamment. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce levé, éventuellement aussi, parfois on m'envoie un pouce baissé. Bon, j'aimerais savoir pourquoi, mais bon. Et puis m'envoyer un message si vous le souhaitez. L'énoncé, on disait que la partie C est indépendante des parties A et B, ce qui voudrait dire qu'on pourrait, à la limite, traiter la partie C pour commencer. Bon, je vous le conseille pas parce que il y a quand même un énoncé qui veut qu'on fasse dans l'ordre a priori. Un robot est positionné sur un axe horizontal, il se déplace plusieurs fois d'1 mètre sur cet axe aléatoirement vers la droite ou vers la gauche. Lors du premier déplacement, la probabilité que le robot se déplace à droite est égale à 1/3. S'il se déplace à droite, la probabilité que le robot se déplace de nouveau à droite lors du déplacement suivant est égale à 3/4. S'il se déplace à gauche, la probabilité que le robot se déplace de nouveau à gauche lors du déplacement suivant est égale à 1/2. Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on note dn l'événement, le robot se déplace à droite lors du énième déplacement. dn bar, l'événement contraire de dn, donc j'ai envie de dire qu'à ce moment-là, dn bar c'est l'événement, le robot se déplace à gauche lors du énième déplacement. Pn, la probabilité de l'événement dn. On a donc P1 égale à 1/3. Quand on vous dit qu'on a donc P1 égale à 1/3, c'est en rapport avec la phrase suivante. Lors du premier déplacement, la probabilité que le robot se déplace à droite est égale à 1/3. Partie A, étude du cas particulier où n égale 2. Dans cette partie, le robot réalise 2 déplacements successifs. Première question, reproduire et compléter l'arbre pondéré suivant. Alors, sur le premier étage de l'arbre, on a placé D1 et l'événement contraire de D1. Sur le deuxième étage, on place les événements D2 et l'événement contraire de D2. Question 2. Déterminer la probabilité que le robot se déplace 2 fois à droite. Question 3. Montrer que P2 égale 7/12. Question 4. Le robot s'est déplacé à gauche lors du deuxième déplacement. Quelle est la probabilité qu'il se soit déplacé à droite lors du premier déplacement? Partie B. Étude de la suite Pn. On souhaite estimer le déplacement du robot au bout d'un nombre important d'étapes. Question 1. Démontrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a Pn plus 1 égale à 1/4 de Pn plus 1/2. On pourra s'aider d'un arbre. Question 2a, montrer par récurrence que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a Pn inférieur ou égal à Pn plus 1 strictement inférieur à 2/3. Question B, la suite Pn est-elle convergente? Justifier. Question 3, on considère la suite un définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 par un égale Pn moins 2/3. Petit a, montrer que la suite un est géométrique et préciser son premier terme et sa raison. Question B, déterminer la limite de la suite Pn et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Partie C. Dans cette partie, on considère un autre robot qui réalise 10 déplacements d'1 mètre indépendants les uns des autres, chaque déplacement vers la droite ayant une probabilité fixe égale à 3/4. Quelle est la probabilité qu'il revienne à son point de départ au bout des 10 déplacements? On arrondira le résultat à 10 puissance moins 3 près. Bon, l'idéal, c'est de prendre feuille, stylo, et puis d'essayer de chercher cet exercice. Évidemment, la correction dans quelques instants. Question 1 de la partie A, reproduire et compléter l'arbre pondéré suivant. Alors, avant de donner évidemment la solution, je vais expliquer comment on
peut y arriver. Alors pour certains, c'est évident, pour d'autres... Alors déjà, on va rappeler ce que ça veut dire que un arbre pondéré. Alors quand vous avez le chemin qui vous amène à D1 ici, ce qu'on attend de vous, c'est que vous donniez P de D1. Alors d'après le texte, c'est P1 et P1 c'est un tiers, on l'écrira ensuite. Et puis pour le chemin qui nous amène à l'événement contraire de D1, évidemment, c'est la probabilité de l'événement contraire de D1. Alors, comme P de D1 vaut un tiers, on trouvera assez facilement la probabilité de son événement contraire qui sera 1 moins 1 tiers, 2 tiers. Ensuite, quand on passe, j'aurais dû mettre du rouge. Donc, quand on part de D1 pour arriver à D2, eh bien ici, ce qu'on attend de vous, c'est P de D2 sachant D1. Et quand on part de D1 pour arriver à l'événement contraire de D2, ce qu'on attend, c'est la probabilité de l'événement contraire de D2 sachant D1. Bon, de façon à peu près analogue, je pense que je peux l'écrire maintenant. Ici, on aura la probabilité de l'événement contraire de D2 sachant D1 bar. Et puis, pour le chemin D1 bar puis D2, on attend la probabilité de D2 sachant D1 bar. Bon, voilà ce qu'il faut essayer de compléter avec des valeurs numériques. Donc ensuite, moi j'utilise le texte, on nous dit lors du premier déplacement, la probabilité que le robot se déplace à droite est égale à 1 tiers. Donc si on considère que l'origine de l'axe en question, je vais l'appeler O, le point ici, si on se déplace vers D1, le texte nous dit qu'il y a une chance sur 3 de le faire, donc la probabilité de D1, ça sera 1 tiers. Et puis donc la probabilité de D1 bar, ça sera 2 tiers. J'ai 2 chances sur 3 du coup d'aller à gauche. Alors on va l'écrire. P de D1 est égal à 1 tiers. Et puis P de l'événement contraire de D1. Alors on sait que c'est 1 moins la probabilité de D1. C'est-à-dire 1 moins 1 tiers, 3 tiers moins 1 tiers, donne 2 tiers. Donc le premier étage de l'arbre, on peut compléter avec 1 tiers et 2 tiers. Je reviens un tout petit peu en arrière, donc sur l'arbre, on peut mettre 1 tiers, 2 tiers. On fera un arbre évidemment beaucoup plus joli que celui-là ensuite. Alors, autre information, s'il se déplace à droite, la probabilité que le robot se déplace de nouveau à droite lors du déplacement suivant est égale à 3/4. Et donc avec le petit schéma que je vous ai indiqué, donc le robot s'était déplacé pour commencer à droite, et ensuite la probabilité pour qu'il se déplace à nouveau à droite, d'après le texte, c'est 3/4. Ce qui veut dire que la probabilité de D2 sachant D1, c'est 3/4. Et puis du coup, on a la probabilité de l'événement contraire, P de D2 bar, ça va être, sachant D1, ça va être 1/4. Bon, on peut compléter l'arbre. Donc, la probabilité de D2 sachant D1, c'est 3/4, et la probabilité de D2 bar sachant D1, c'est 1/4. Alors, je ne vais pas tout préciser. En fait, pour obtenir le 1/4, on effectue le calcul 1 moins 3/4. Alors, autre information, si le robot se déplace à gauche, la probabilité que le robot se déplace de nouveau à gauche lors du déplacement suivant est égale à 1,5. Ce qui fait qu'ici, on peut donner la probabilité de D1 bar, de D2 bar sachant D1, ce sera 1,5. Et on a déduit évidemment la probabilité de l'événement contraire, qui est aussi 1,5, c'est-à-dire la probabilité de D2 sachant D1 bar. Donc, sur le diagramme en arbre, la probabilité de D2 sachant D1 bar 1,5, et donc la probabilité de
D2 bar sachant D1 bar, ouais, c'est aussi un demi. Bon, ben maintenant, on va pouvoir donner un arbre de probabilité qui va répondre à la question. Donc, voici l'arbre de probabilité que vous verrez dans la correction. Question 2, déterminer la probabilité que le robot se déplace 2 fois à droite. Donc en fait, ce qu'on demande, c'est la probabilité du chemin D1 puis D2, c'est-à-dire la probabilité de D1 inter D2. Donc probabilité de D1 et D2. On possède évidemment de l'arbre, hein, c'est la probabilité de D1 multiplié par la probabilité de D2 sachant D1. Faites attention à bien mettre le sachant D1. Ce qui fait qu'après application numérique, ben on va obtenir 1/3 multiplié par 3/4, ce qui nous donne évidemment, en simplifiant les deux nombres 3, 1/4. Question 3, montrer que P2 égale 7/12. Alors, il faut se souvenir que P2, c'est la probabilité de D2. Et donc, sur le chemin, sur le diagramme là, plutôt, là, il y a deux chemins qui nous amènent à D2. Il y a le chemin D1 inter D2, il y a aussi le chemin D1 bar inter D2. Et on sait qu'on applique la règle de la somme, donc P2 va être égal à probabilité de D1 inter D2 plus probabilité de D1 bar inter D2. Ça, c'est grâce à la formule des probabilités totales que j'écris FPT. C'est pas très bien, il faudrait dire d'après la formule des probabilités totales. Et donc P2 va être égal à, et ben, quand on veut la probabilité de l'intersection, on l'a déjà fait à la question précédente, mais je vais le réécrire, c'est la probabilité de D1 multipliée par la probabilité de D2 sachant D1, plus la probabilité de l'événement contraire de D1, multipliée par la probabilité de D2 sachant D1 bar. Application numérique, 1/3, multiplié par 3/4, c'est le calcul qu'on a fait à la question précédente. Ensuite, P2D1 bar, on sait que c'est 2/3, multiplié par la probabilité de D2 sachant D1 bar, c'est 1/2. Qu'on lit ici. Et donc P2 va être égal à 1/4 qu'on avait trouvé, plus 1/3. Bon, mise au même dénominateur, c'est donc bien 12 comme dénominateur commun. 4 fois 3, et donc la première fraction multipliée par 3, numérateur et dénominateur, deuxième fraction multipliée par 4, numérateur et dénominateur, et on obtient bien 7/12. Question 4, le robot s'est déplacé à gauche lors du deuxième déplacement. Et puis on nous dit quelle est la probabilité qu'il se soit déplacé à droite lors du premier déplacement. Alors qu'est-ce qu'on nous demande ici? On lui donne une information, le robot s'est déplacé à gauche lors du deuxième déplacement, ça veut dire qu'on va avoir besoin de dire que sachant D2 bar, on doit calculer D1. Donc ici, on va utiliser une formule de cours, bien sûr, qui dit que ça va nous donner la probabilité de l'intersection des deux. Alors on va plutôt mettre D1 en premier, et puis D2 bar en second, ça n'a pas beaucoup d'importance, divisé par la probabilité de l'événement contraire de D2. Alors, je vais commencer par calculer, par exemple, P de
l'élément contraire de D2 qui est le demi-hauteur, on sait que c'est 1 moins la probabilité de D2. Et la probabilité de D2, on l'a calculée la question précédente, 1 moins P2, c'est-à-dire, si on écrit sur 12, 1 c'est 12 douzièmes, moins 7 douzièmes, je crois qu'on avait obtenu. Et donc on va obtenir 5 douzièmes. Bon, j'écris les égalités bout à bout, je vous conseille plutôt d'écrire les égalités les unes en dessous des autres, c'est quand même plus lisible, surtout pour un professeur qui corrige beaucoup de copies le jour du bac. Enfin. Et puis nous avons à calculer le numérateur, P2, D1, inter, D2 bar. Alors là, on va le calculer en disant que c'est la probabilité de D1 multipliée par la probabilité sachant D1 de l'événement D2 bar, qu'on n'a jamais calculé, donc on est obligé de le faire. Alors la probabilité de D1, c'était 1/3, c'était P1, multiplié, puis sur l'arbre, la probabilité de D2 bar sachant D1 est égale à 1/4, et donc on obtient un douzième. Bien, maintenant qu'on connaît les valeurs numériques du numérateur du demi-hauteur, on va pouvoir calculer la probabilité qui est demandée. La probabilité de D1 sachant D2 bar, c'est 1 douzième divisé par 5 douzièmes, donc 1 douzième multiplié par 12 cinquièmes si vous voulez, ou bien ici, évidemment, comme 12 est demi-hauteur à chaque fois. Bon, de toute façon, on va obtenir un cinquième. 0,2 si vous voulez, puisque ça tombe juste ici. Évidemment, ça veut dire aussi qu'on a 20% de chance que D1 soit réalisé, sachant que D bar 2 est réalisé. Question 1 de la partie B, démontrer que pour tout entier n supérieur égal à 1, on a Pn plus 1 égale 1/4 de Pn plus 1 demi. On pourra s'aider d'un arbre. Alors évidemment, l'arbre, on va le réaliser. On rappelle quand même que Pn, c'est la probabilité de l'événement Dn, donc Pn plus 1, c'est la probabilité de l'événement Dn plus 1. Alors, à un certain moment, on peut aboutir évidemment à l'événement Dn, et puis on écrit sa probabilité qui est en fait Pn. Et si on avait obtenu l'événement Dn bar, eh bien, sa probabilité, on peut dire que c'est 1 moins Pn, puisque la somme des deux probabilités doit faire 1. Ensuite, sachant Dn, à vos déplacements suivants, on peut très bien se retrouver à se déplacer vers la droite, auquel cas on a réalisé l'événement Dn plus 1, ou bien on se déplace vers la gauche, et auquel cas on a réalisé l'événement Dn plus 1 bar, alors si on s'était déplacé à gauche lors du énième déplacement, on peut très bien se déplacer à droite lors du déplacement suivant, Dn plus 1, ou alors on se déplace à gauche. Et ici on indique l'événement contraire de Dn plus 1. Bon, alors on va placer les probabilités au fur et à mesure. En fait, d'après l'énoncé, ici on ne change pas les probabilités qu'on avait obtenues pour P de D2 sachant D1, c'est la même pour P de Dn plus 1 sachant Dn. Alors il me semble que c'était 3/4, on va vérifier parce que je n'ai pas le texte sous les yeux. 1/4. Alors après c'est facile parce que c'est 1/2. 1/2. Et puis 1/2.
Bon, maintenant qu'on a réalisé le diagramme en arbre, on va essayer évidemment de démontrer que Pn plus 1 égale 1/4 de Pn plus 1,5, sachant que Pn plus 1, c'est la probabilité Dn plus 1. Alors, il y a deux chemins qui vont nous amener à l'événement Dn plus 1. Et on va appliquer la formule des probabilités totales pour trouver donc la probabilité Dn plus 1. Alors, on n'a plus l'arbre sous les yeux, mais je pense que vous allez pouvoir comprendre que la probabilité de Dn plus 1, c'est la probabilité de Dn, inter Dn plus 1, plus la probabilité de Dn bar, inter Dn plus 1. La formule des probabilités totales. Donc, Pn plus 1 va être égal à la probabilité de Dn multipliée par la probabilité de Dn plus 1 sachant Dn plus la probabilité de Dn plus 1 sachant Dn bar. Application numérique, Pn plus 1 va être égal. Alors, P de Dn, c'est Pn, multiplié par 3/4, plus, alors ici, j'ai oublié d'écrire P de Dn bar, désolé. Hop. Alors, je vais la réécrire quand même proprement. Donc, on avait P de Dn bar, je ne sais plus ce que j'avais dit, mais multiplié par P de Dn plus 1, sachant Dn bar. Alors, la probabilité de Dn bar, c'est 1 moins Pn, qu'on multiplie par 1/2. Bon, il faut regarder l'arbre. Et donc, Pn plus 1 va être égal à 3/4 de Pn, plus 1/2, moins 1/2 de Pn, qu'on pourrait écrire 2/4 de Pn, puisqu'on va simplifier, et donc Pn plus 1 va être égal à, alors 3/4 de Pn moins 2/4 de Pn, ça fait 1/4 de Pn, plus 1/2, et c'était le résultat attendu. Question 2a, montrer par récurrence que pour tout entier n supérieur égal à 1, on a Pn inférieur égal à Pn plus 1 strictement inférieur à 2/3. Alors je vous conseille d'indiquer ce que vous savez. P1 vaut 1/3, P2 on a calculé 7/12, Pn plus 1 c'est 1/4 de Pn plus 1/2. Bon, étape 1, initialisation, on va vérifier que ce qu'on propose de démontrer par récurrence est vrai pour n égale 1, puisque le premier rang, c'est n égale 1. Donc en fait, il s'agit de vérifier que P1 est inférieur égal à P2, est inférieur strictement à 2/3. Bon, on connaît P1, c'est 1/3. P1, on va l'écrire sur 12 pour voir, ça va nous donner 4/12, et puis P2 c'est 7/12. Et puis après tout, 2/3, on peut dire aussi que c'est 8/12. Bon, 4/12, c'est inférieur égal à 7/12, qui est strictement inférieur à 8/12, donc on a, et bien on a P1 inférieur égal à P2, inférieur strictement, à 2/3. Étape 2, l'hérédité. Alors, on suppose que Pn est inférieur ou égal à Pn plus 1 strictement inférieur à 2/3 pour un certain entier n supérieur ou égal à 1 ici.
Montrons alors que la propriété va être vraie au rang suivant, c'est-à-dire il s'agit de montrer alors que Pn plus 1 va être inférieur ou égal à Pn plus 2 strictement inférieur à 2 tiers. Alors la question à se poser dans l'hérédité en général, c'est comment peut-on passer du rang n au rang n plus 1. Or nous savons que Pn plus 1, c'est 1 quart de Pn plus 1 demi. Alors, partons de Pn, comment est-ce qu'on peut obtenir Pn plus 1? Alors, je vais vous proposer le petit schéma suivant, une suite d'opérations élémentaires qui va nous permettre de passer de Pn à Pn plus 1. Alors, comment fait-on? Eh bien, Pn, ici, on le multiplie d'abord par un quart. Donc, on va multiplier par un quart. Bien évidemment, on va obtenir un quart de Pn. Et puis ensuite, il suffit d'ajouter un demi. Et en l'ajoutant un demi, on va obtenir un quart de Pn plus un demi. En fait, on va aboutir à Pn plus 1. Et donc, partons de l'hypothèse de récurrence. Pn inférieur ou égal à Pn plus 1 strictement inférieur à 2 tiers, eh bien on va suivre le chemin que je viens de vous donner en commençant par multiplier par un quart, on verra bien ce que ça nous donnera, puis ensuite on va ajouter un demi. Alors, Pn inférieur ou égal à Pn plus 1, strictement inférieur à 2 tiers par hypothèse de récurrence. Donc, en multipliant par un quart, on ne va pas changer le sens des inégalités, et puis on va obtenir un quart de Pn inférieur ou égal à un quart de Pn plus 1, strictement inférieur à un quart fois 2 tiers. Évidemment, on peut effectuer le calcul et dire ce que ça va nous donner, et donc on va obtenir un sixième. Et on a vu ensuite qu'on allait ajouter un demi. Donc un quart de Pn plus un demi. On ne change pas le sens des inégalités en ajoutant un nombre. C'est inférieur ou égal à un quart de Pn plus un demi, qui va être strictement inférieur à un sixième plus un demi. Évidemment, on peut écrire un demi sous la forme 3 sixièmes. Donc, on va obtenir 4 sixièmes, et 4 sixièmes, c'est 2 tiers. Donc, on pourrait pratiquement ici mettre 2 tiers tout de suite. Bon, à voir. Donc, eh bien, on a fait apparaître dans un quart de Pn plus 1 demi, qui est Pn plus 1. Et évidemment, quand on a un quart de Pn plus 1 demi, ça nous donne le terme suivant par rapport à Pn plus 1, c'est-à-dire Pn plus 2. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Alors, on peut effectuer une conclusion. On a démontré par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Pn inférieur ou égal à Pn plus 1, strictement inférieur à 2 tiers. Mais si on l'a écrit dans la question, moi j'estime qu'il n'y a pas besoin de faire une conclusion. Question 2b, la suite Pn est-elle convergente justifiée? On vient de démontrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Pn est inférieur ou égal à Pn plus 1 et strictement inférieur à 2 tiers. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien déjà, quand on considère la première inégalité, Pn inférieur ou égal à Pn plus 1, ça veut dire que la suite Pn est croissante.
Et quand une suite est croissante, on cherche en général à voir si elle est majorée pour savoir si elle est convergente. Alors, deuxième chose, finalement, si on regarde le premier membre Pn, il va être strictement inférieur à 2 tiers. Donc, quel que soit le nombre n entier supérieur égal à 1, Pn est strictement inférieur à 2 tiers, donc on peut dire que la suite Pn est majorée par 2 tiers. La suite Pn est croissante et majorée, donc elle est convergente. Conclusion, Pn est croissante et majorée, donc Pn est convergente d'après le théorème de convergence monotone. Question 3. Montrer que la suite Un est géométrique et préciser son premier terme sans raison. On sait que pour tout entier n supérieur à 1, Un c'est Pn moins 2 tiers. Bon, on va exprimer Un plus 1 en fonction de Un. Alors, Un plus 1, de ce fait, c'est Pn plus 1 moins 2 tiers. Donc, Un plus 1 va être égal à... Alors, Pn plus 1, on sait que c'est 1/4 de Pn plus 1/2. Et donc, ici, moins 2 tiers. Et donc, Un plus 1 va être égal à 1/4. Alors, l'idée, peut-être c'est la plus simple, c'est d'essayer d'exprimer Pn en fonction de Un, parce qu'on veut Un dans le résultat. Et donc ici, grâce à cette égalité, Pn, on peut dire que c'est Un plus 2 tiers. Alors, remplaçons, c'est Un plus 2 tiers. Et puis, plus 1/2 moins 2 tiers, c'est 3/6 moins 4/6 moins 1/6. Et donc, Un plus 1 va être égal à, en développant 1/4 de Un, alors, plus 1/4 multiplié par 2 tiers. Donc, ça va nous donner 1/6, qui va se simplifier avec le 1/6 que nous avions auparavant. Et donc, Un plus 1 va être égal à 1/4 de Un, ce qui démontre bien que la suite Un est géométrique de raison 1/4. Alors, il nous manque son premier terme. Pour obtenir le premier terme, il suffit de calculer U1. Je vais le faire ici à droite. U1, c'est P1 moins 2 tiers. Donc U1, c'est 1 tiers moins 2 tiers. Donc on va obtenir que U1, c'est moins 1 tiers. Question 3b, déterminer la limite de la suite Pn et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Alors déjà, on va commencer par essayer de trouver la limite de la suite Pn. Bon, alors ce serait peut-être bien d'avoir Pn en fonction de n. Et nous, on vient de voir que la fameuse suite Un, qui était définie par quel que soit n supérieur ou égal à 1, Un, c'était Pn moins 2 tiers. Et puis, la suite Un, elle est géométrique de raison 1/4. Je vais l'appeler petit q sa raison. Et puis, deux premiers termes, U1 égale moins 1 tiers. On peut donc dire que quel que soit l'entier n supérieur ou égal à 1, eh bien, Un, c'est U1 multiplié par
la raison q à la puissance n-1, ce qui va nous donner en fait un égale moins 1 tiers multiplié par 1 quart à la puissance n-1. Alors comme on s'intéresse plutôt à Pn, on va l'écrire peut-être tout de suite, ça nous donne que un c'était Pn moins 2 tiers, est égal à moins 1 tiers, on va multiplier par 1 quart à la puissance n-1. Autrement dit, si on transpose moins 2 tiers dans le deuxième membre, on va obtenir Pn. Donc, on va obtenir Pn égale 2 tiers moins 1 tiers de 1 quart à la puissance n-1. Alors, si on veut obtenir la limite de la suite Pn, on va d'abord chercher la limite de la suite 1 quart à la puissance n-1. Et puis ensuite, en multipliant par moins 1 tiers, on obtiendra la limite de moins 1 tiers fois 1 quart à la puissance n-1, en ajoutant 2 tiers, on aura la limite de Pn. Comme un quart est strictement compris entre moins 1 et 1, on peut dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 quart à la puissance n-1 est égale à 0. Donc en multipliant par moins 1 tiers, on va obtenir encore 0 comme limite. Et en ajoutant 2 tiers, on va obtenir 2 tiers comme limite. Et finalement, la limite de la suite Pn va être 2 tiers. Alors, on a exploité la suite UN. On va voir qu'il y avait ici une autre façon de procéder que je n'ai pas mis dans le corrigé. Autre méthode, on a une expression de Pn plus 1 en fonction de Pn. Alors, si on appelle grand L, par exemple, la limite de la suite Pn, eh bien, on va pouvoir effectuer ce qu'on appelle un passage à la limite avec l'expression que nous avons. Alors, Pn va tendre vers grand L, Pn plus 1 aussi. Donc, on va avoir grand L égale à 1 quart de grand L plus 1 demi par passage à la limite. Et donc, grand L moins 1 quart de grand L, 3 quarts de grand L va être égal à 1 demi. Grand L, du coup, va être égal à 1 demi multiplié par 4 tiers, ce qui va nous donner grand L égale 2 sixièmes, 4 sixièmes, pardon, c'est-à-dire 2 tiers. Évidemment, on retrouve le même résultat. Interprétation dans le contexte de l'exercice de la limite de Pn qui est 2 tiers, on peut dire à long terme la probabilité que le robot se déplace à droite, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, se déplace à droite, se rapproche de 2 tiers. Partie C, dans cette partie, on considère un autre robot qui réalise 10 déplacements d'1 mètre indépendants les uns des autres, chaque déplacement vers la droite ayant une probabilité fixe égale à 3 quarts. Alors, quelle est la probabilité qu'il revienne à son point de départ au bout des 10 déplacements? On arrondira le résultat à 10 puissance moins 3 près. Donc ici, je vais vous introduire une variable aléatoire que je vais appeler grand X. Grand X, c'est la variable aléatoire correspondant, donnant, égale à, donnant le nombre de déplacements à droite, vu l'énoncé. Alors, il s'agirait peut-être de rédiger, mais il me semble à peu près clair que grand X va suivre la loi binomiale. Deux paramètres
n égale 10, et petit p égale 3 quarts. La probabilité de succès, le succès étant l'événement, le robot se déplace à droite, l'échec, le robot ne se déplace pas à droite, de probabilité 1 moins p égale 1 quart. On est en présence d'un schéma de Bernoulli, l'expérience aléatoire et la répétition de n égale 10 épreuves identiques et indépendantes. Bon, alors du coup, on s'intéresse à un événement bien précis, c'est que le robot revienne à son point de départ au bout des déplacements. Ben, ça veut dire que le robot, il s'est déplacé à droite 5 fois, il s'est déplacé à gauche 5 fois, si on veut qu'il revienne à son point de départ. Et ça veut dire donc qu'il va falloir qu'on calcule la probabilité que grand X prenne la valeur 5. Ce qui nous donne 5 parmi 10, multiplié par la probabilité de succès, 3 quarts à la puissance 5, multiplié par 1 quart à la puissance 5. Alors en général, on effectue ce calcul avec une calculatrice, avec une instruction qui nous permet d'obtenir le résultat. Je vais quand même vous faire voir ce qu'on peut obtenir quand même comme calcul. Bon, utilisation d'une calculatrice, alors je n'ai qu'une TI, il faut adapter en fonction du modèle. Alors 5 parmi 10 sur une TI, on écrit 10, on prend le menu maths, et puis on va chercher l'icône tout en haut probe, et puis on a combinaison. 5, ce qui fait qu'on va obtenir 252. Alors, la probabilité que grand X prenne la valeur 5, 5 parmi 10, multiplié par 1 quart à la puissance 5 peut s'écrire 1 sur 4 puissance 5, et puis multiplié par 3 quarts à la puissance 5 peut s'écrire 3 puissance 5 sur 4 puissance 5. Et donc, on va obtenir 252, multiplié par 3 puissance 5, je pourrais mettre le résultat quand même, on le fera après, divisé par 4 puissance 5. Alors, il va y avoir certainement une simplification avec 252 et puis 4 à la puissance 5. 3 puissance 5, c'est 243, et puis 4 puissance 5 au demi-hauteur, c'est aussi 2 au carré à la puissance 5, 2 puissance 10, 1024. Alors, la simplification avec 252 et 1024, on peut la trouver, sinon en général vos calculatrices vont vous donner la fraction irréductible. Bon, j'ai dit n'importe quoi à un moment donné, j'ai oublié d'effectuer un certain calcul. Et donc ici c'était 4 puissance 5, soit 4 puissance 5, 4 puissance 10. Évidemment ça va être fou à ce niveau-là. Ah, le distrait. Bon, finalement, on va obtenir donc ici 2 puissance 20. Et donc 4 fois 63 fois 243 sur 4 fois 4 puissance 9. On va pouvoir simplifier par 4. Après, j'ai effectué un calcul avec une machine à calculer parce que je dis beaucoup trop de bêtises. 15 309 sur 262 144. On peut utiliser cette valeur exact pour ensuite trouver une valeur approchée, mais le mieux peut-être c'est d'aller chercher une instruction sur la calculette. Alors instruction pour la loi binomiale, sur TI on va dans le menu distrib, et puis avec la flèche du haut on va atteindre en fait ce qui vous intéresse ici, binôme FDP, nombre d'essais, on sait qu'ici il y en a 10, la probabilité de succès c'est 3 quarts, et puis la valeur de x c'est 5. On colle et une formule va s'écrire, binôme FDP, 10 le nombre d'épreuves, 3 quarts la probabilité de succès, et on veut la probabilité quand x prenne la valeur 5, entrée, et on va obtenir 0,058 à 10 puissance moins 3 comme arrondi. Donc, la probabilité quand x égale 5, on verra égale à 0,058. C'est surtout ce qu'on attend ici, le calcul que j'ai voulu faire de manière exacte. En fait, on les fait plus trop.
Ainsi, on a obtenu la probabilité que ce robot revienne à son point de départ, c'est environ 5,8%. Voilà, cet exercice est terminé pour moi. Cela faisait quelques années qu'on voyait plus ce type d'exercice, mais comme quoi ça peut tomber. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, et surtout prenez bien soin de vous, que la force avec tous les étudiants. Il me reste à vous dire le classique au revoir. Nous sommes le 9 avril 2025.